putain, un gilet pare-balles. Mais quel putain de bon film. Ce mec est un génie. Détective Sinon, j'écoute. Ouais, c'est moi, c'est Léonard, ça va bien? Oh Léonard, bah comment ça va ma gueule? Non, moi ça va très bien, merci. Dis-moi, je te dérange pas là, tu bosses pas de toute façon. Tu regardes des films comme d'hab. Non, pas du tout. Je croule sous les enquêtes. Voilà, je suis surchargé de travail. Oulala, oui, oula. Non, c'est pas vrai, je te mens, Léonard. J'ai pas d'enquête, putain. Je vais être obligé de rendre les clés de l'agence. S'il te plaît, dis-moi que t'as une enquête, sinon je vais faire faillite. Dis-moi que t'as une enquête, Léonard, je t'en supplie, dis-moi que t'as une enquête. Ah bah justement, t'es chanceux, j'ai un boulot pour toi. Faudrait que tu retrouves le DVD de l'étrange. Allô? C'est pour le prochain épisode, si ça coupe. Léonard, est-ce que tu peux répéter? J'ai pas entendu le titre du film. L'Étoile du Silence est un film de science-fiction allemand et polonais réalisé par Kurt Metzig en 1959. Il a pour lui, retenez bien ça, d'être le premier film de science-fiction est-allemand avec un message humaniste et pacifique, puisque vous le savez, l'Allemagne est jusqu'en 1989 divisée en deux. Son audace lui valut un énorme succès en RDA et séduisit même les occidentaux, mais également connu sous les noms First Spaceship on Venus, Planet of the Dead, Silent Star ou encore Spaceship Venus Does Not Reply, le film a connu plusieurs versions plus ou moins tronquées pour correspondre à différentes idéologies inhérentes à la guerre froide. Vous avez deviné que pour les titres anglo-saxons, c'est l'idéologie américaine. Mais en France, on est chanceux, puisqu'il y a pas si longtemps, l'Étoile du Silence est passée sur Arte dans sa version originale multilingue. Moi personnellement, j'ai travaillé à partir de la version française pour écrire cette critique, qui rassurez-vous n'est pas tronqué du tout, ce qui fait que je vais pouvoir m'en donner à cœur joie sur les extraits bien kitsch, le film disposant d'une écriture surpositive qui prête souvent à sourire. Et sinon, est-ce que tu pourrais nous donner des informations sur le réalisateur du film, s'il te plaît? Eh bien écoute, Kurt Metzig est né à Berlin en 1911 et est mort à Bolewijk en 2012, c'est assez récent. C'est un réalisateur allemand qui a marqué de manière significative le cinéma en RDA, en particulier dans ses aspects de propagande d'ailleurs, car en effet, juste après la Seconde Guerre mondiale, il a participé à la fondation et à la direction de la DEFA, une très grande société de production audiovisuelle russe qui a produit jusqu'à sa fermeture dans les années 90 environ 700 longs métrages, 750 films d'animation, 2250 documentaires et courts métrages, puis a redoublé environ 8000 films pour le public soviétique. Ah mais tu te fous de ma gueule, je te demande des infos sur Metzig et toi tu digresses. J'ai pas que ça à foutre moi. Mais je sais pas, écoute, ce qu'il y a de notable par exemple dans sa carrière, revenons à lui, c'est qu'il a réalisé le premier film est-allemand sélectionné au Festival de Cannes en 1949, Les Quadrilles Multicolores. Par conséquent, avec l'Étoile du Silence, sorti en 1960, le début de ma décennie préférée, il n'en est pas à sa première révolution, je crois qu'il est donc temps d'attaquer le gras de ce long métrage. Ah bah enfin, c'est pas trop tôt. Mais sans déconner, c'est toi qui m'as demandé d'en rajouter, putain. En 1970, un morceau de roche inconnue a été découvert dans le désert de Gobi qui se situe en Asie. Des scientifiques du monde entier sont venus l'analyser, désireux de découvrir sa provenance, mais aussi et surtout de déchiffrer le message qu'elle contenait. En effet, le bloc était une sorte de capsule renfermant une bande magnétique. Immédiatement, le gouvernement soviétique a rapproché l'existence de cette capsule avec un événement datant de 1908, la chute d'un gigantesque météore au beau milieu de la toundra sibérienne, qui, semble-t-il, aurait pu contenir ce type d'artefact venu d'ailleurs. L'événement de 1908 s'est réellement produit, il s'appelle l'événement de la Tunguska, j'espère que je le prononce correctement, et il a engendré une explosion 100 fois supérieure à celle de la bombe d'Hiroshima. T'imagines quoi, tu te promènes tranquille en Sibérie et d'un coup, t'as une météorite qui tombe comme ça. C'est pas doux. De retour au présent, le message contenu sur la bande magnétique est déchiffré. Apparemment, il s'agirait d'un signal de détresse largué en catastrophe après une attaque extraterrestre contre la planète Vénus. Peut-être que là-haut, très très loin dans l'espace, deux civilisations se sont foutues sur la gueule, et c'est justement ça qui va pousser les humains à organiser une expédition long courrier visant à rejoindre Vénus et, selon les circonstances, prêter main forte aux habitants de cette étoile abritant la vie, ou alors aviser. Après, durant le voyage, ils iront de désillusion en désillusion, au cinéma on appelle ça des péripéties, des événements inattendus, plus ou moins éloignés les uns des autres chronologiquement, et qui viennent chambouler la situation initiale.
Dans l'Étoile du Silence, les péripéties sont une série de messages, Vénus retourne sa veste et menace les humains, mais nous, on va pas trop en parler pour ne pas spoiler. À présent, si vous le voulez bien, je vais vous présenter un par un les personnages de l'Étoile du Silence. Je sais que vous êtes très impatients de les rencontrer, alors c'est parti. Commençons par le commencement, nous avons le pilote qui s'appelle Brinkman, l'opérateur radio qui s'appelle Talua, le professeur Arseniev, directeur de la Fédération de recherche spatiale à qui nous devons entre autres le lancement de la première fusée lunaire, le professeur Howling, sommité de la physique nucléaire et passionné d'échecs, le professeur Sikarna, mathématicien au génie comparable à celui d'Einstein, le roboticien Saltik, accompagné de son dernier né, un petit robot doué d'intelligence qui, vous l'aurez compris, officiera en tant que mascotte durant tout le film, le professeur Ojimura ensuite, médecin de bord, traumatisé par la catastrophe d'Hiroshima mon amour qui a ravagé son pays, et pour finir, le docteur Shen Yu que l'on pourrait sans conteste qualifier de plus grand linguiste du monde s'il n'était également biologiste et à qui l'on doit l'éradication de la faim dans le monde. Le mec a éradiqué la faim dans le monde. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ce film est surpositif. Tout est toujours pour le mieux à ses yeux. Et dans le meilleur des mondes. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis. Quoi qu'il en soit, c'est absolument miraculeux de voir à quel point les auteurs de ce long métrage, parce que oui, ils sont plusieurs, ont essayé de glisser entre les lignes de scénar un message positif. Ainsi, il n'est pas question de conquête spatiale pour prendre l'avantage de son adversaire, lui gratter du terrain sous son nez, mais plutôt dans une optique aventureuse de découverte. Si sur les Vénusiens pèse une quelconque menace, l'humanité ne souhaite que leur venir en aide, et non profiter de leur faiblesse, les réduire en esclavage, coloniser leur planète, ou je ne sais quel autre sujet barbare inhérent au space opéra. Mais ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs, ce n'est pas la conclusion, non, c'est un architecte qui part en couille. Alors ça, vous me direz, ce n'est que le contexte du film, puisque je vous ai dit tout au début de la vidéo qu'il se voulait humaniste et pacifique. Mais prenez donc en exemple le comportement des personnages et les relations qu'ils entretiennent entre eux. Durant tout le voyage, l'ambiance du vaisseau spatial est au beau fixe. Même quand le Cosmocrator, oui le vaisseau s'appelle le Cosmocrator, perd le contact avec la Terre, retournement des situations récurrents voire clichés de la science-fiction même dans les années 60, personne ne semble s'inquiéter vraiment, genre oh mon dieu mais qu'est-ce qu'on va faire, on va tous mourir. Seul Arseniev paraît quelque peu circonspect tout de même, quoique pas tant que ça quand on y réfléchit bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Talua, l'opérateur radio, s'en fout royalement. De toute façon, tout dans l'Étoile du Silence respire la démagogie, alors... Par exemple, quand le professeur Howling joue aux échecs et perd 10 fois d'affilée contre le robot du professeur Saltik, Sumiko Ojimura, la médecine de bord je vous le rappelle, implore à ce dernier de lui implanter une âme synthétique. Parce que si Omega... Oui, le robot s'appelle Omega. En avait une, il laisserait gagner son adversaire au moins une fois, ne serait-ce que par charité, car à force d'échouer, on se décourage, on perd la motivation et l'envie de jouer, du coup on s'isole et on devient triste, et être triste, c'est pas cool. Et tout le film il est comme ça? Ben non seulement tout le film est comme ça, mais en plus les rares moments où il essaie d'être sérieux, notamment celui où les astronautes posent pour la première fois le pied sur Vénus, et que j'ai judicieusement décidé de ne pas vous spoiler, sont désamorcés par des situations de ce genre, loufoques, absurdes, voire débiles, et ce gratuitement. Pourtant, j'arrive pas à considérer l'Étoile du Silence comme un nanar, parce que son sujet est hyper sérieux, et le film se laisse complètement regarder. C'est vrai quoi, il est logique et vraisemblable scénaristiquement, cohérent dans sa construction, il existe pour défendre des valeurs qui méritaient d'être défendues au temps de la guerre froide, et le méritent encore toujours aujourd'hui. Non, c'est un bon film. En tout cas moi, un film que j'apprécie beaucoup. Et du coup, toi, tu lui casses la gueule au film, mais finalement, tu l'aimes beaucoup. Eh oui, Léonard, c'est probablement parce que je suis un sentimental. Ah, mais ça, c'est parce que tu fais partie des souples, indéniablement. Pour attaquer la conclusion de cette vidéo, je suis obligé de vous dire que si des films comme l'Étoile du Silence sont légion à cette époque, notamment en Occident, ce dernier n'en reste pas moins une excellente surprise, du moins en Allemagne de l'Est. Car en effet, la précédente production SF d'Allemagne remontait à 1929 avec le film muet de Fritz Lang, Une femme sur la Lune. Fritz Lang, le réalisateur du célèbre Metropolis, bien évidemment. Kurt Metzig a eu envie de remettre la science-fiction sur le devant de la scène dans son pays, et comme je vous le disais dans le précédent épisode, il a compris que la science-fiction était un genre très intelligent et très riche, pour peu qu'on y mette des choses bien. Metzig est donc officiellement fan de Noriko. Merci Kurt. Que ce soit par l'exploitation du Googie, style architectural originaire de la Californie des années 40 et puisant son inspiration dans l'âge atomique et la conquête spatiale, ou par l'expérimentation d'effets plastiques et spéciaux qui n'ont pas à rougir en comparaison des productions américaines, à part peut-être certaines accélérations de l'image un peu hasardeuses et tout à fait horripilantes, ou à mourir de rire d'ailleurs selon le point de vue, Metzig prouve qu'il n'a pas lésiné sur la forme.
Mais alors, qu'en est-il du fond, me demanderez-vous? Parce que c'est quand même super important le fond dans un film de propagande. Parce que L'Étoile Noire est un film de propagande? Bah oui, complètement. Mais de propagande positive, attention. Son sujet principal, c'est la mise en garde de l'humanité contre la menace nucléaire, soit la sauvegarde de l'humanité si vous préférez. Et il y a un moyen extrêmement simple de vérifier ça dans le film, c'est de regarder tous les problèmes rencontrés par les astronautes, que ce soit au tout début, avant même de monter à bord du Cosmocrator, ou en arrivant sur Vénus. Ils sont tous euphémisés et constamment relativisés par rapport à un dessin humaniste. Et c'est pour cela, par exemple, que le Conseil des scientifiques, si réticent au début du film à ce que Howling participe à une mission soviétique, accepte quand même de le laisser participer. Car comme dit le professeur Arseniev, la conquête de Vénus ne peut pas être l'affaire d'une seule nation. Aussi, la partie de jeu d'échecs disputée entre le robot Omega et Howling est à mon sens une métaphore de la guerre froide, où deux adversaires silencieux s'affrontent sur un plateau de jeu, en l'occurrence le bloc communiste d'un côté et le bloc capitaliste de l'autre, sur cette bonne vieille terre. Sauf que le cerveau du robot est infiniment plus logique, et par conséquent plus apte aux échecs que celui du professeur Howling. La partie est donc déséquilibrée. Mais bref, passons, ceci fait évidemment écho à l'équilibre de la terreur, dans lequel les deux blocs ont à leur disposition autant de pièces, comprenez par là armes nucléaires, que leur adversaire afin de mettre celui-ci en échec. Du coup, tu retires ce que tu as dit, cette séquence n'est pas absurde. Absolument, Léonard. Et d'ailleurs, c'est valable aussi pour toutes les autres scènes du film qui contiennent des messages de ce style. Tout ça pour dire que derrière ces airs kitsch et complètement archaïques, L'Étoile du Silence est un film à la portée symbolique très intéressante, quoique assez peu subtile avec le recul d'aujourd'hui quand on y réfléchit bien, genre attention à la menace nucléaire, la guerre froide c'est pas bien, il faut de ce pas réchauffer les cœurs. On me dirait que le film a été scénarisé par des hippies, que ça ne m'étonnerait guère. Mais les hippies sont cool, qu'on se le dise, du coup je vous recommande expressément de le regarder, ça vous fera passer un bon petit moment, d'autant qu'il n'est pas effroyablement long et contient son lot de surprises rafraîchissantes. Voilà, c'était Anarchicad et Léonard pour un nouvel épisode de No Running Corridor, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et puis partout où vous pouvez. Club de golf... Non, j'ai déjà fait. T'as qu'à faire Club de Golf 2 sinon. Je dirais même plus Club de Golf 2, le retour. Et genre, je mets 3 petits points du Jedi.